Bonjour, bonjour. De retour au petit plaisir après notre séjour chamonniard, il y eut d'abord quelques jours de pagaille indescriptible avant que chacun se soit réinstallé en ayant retrouvé ses marques. Le gang des papas avait dû malheureusement repartir, chacun des pères de mes enfants devant reprendre ses activités. Ils ne seraient donc pas là pour mon mariage avec Archie, mais ils promirent de revenir pour le baptême de mon bébé au mois de mai. De mon côté, j'avais réussi de manière miraculeuse, malgré tous les événements, à terminer la comédie musicale que je devais livrer au nouveau directeur du théâtre Albert Ier à Paris, qui n'était autre que le célèbre auteur Tristan Bernard. Ce dernier, qui avait d'ailleurs rebaptisé instantanément le lieu à son nom, avait programmé une saison tournée essentiellement vers le vaudeville. Cependant, il souhaitait un divertissement musical pour le début de l'année 1930. Et mon écriture l'avait suffisamment séduit pour qu'il me commande ce chassé-croisé amoureux que j'avais appelé musique de chambre sur canapé. Tout un programme. Il était convenu que nous fassions une lecture de l'œuvre dans le théâtre, c'est-à-dire en réalité que nous jouions et chantions, mais sans décor et sans costume, afin que Tristan Bernard nous la valide avant d'engager la production du spectacle. J'étais très nerveuse, car lorsque j'écrivais des pièces et des comédies musicales pour Moqueur des Lumières, elles étaient jouées par des amateurs dans les villages alentours, hormis la fois où nous avions exceptionnellement joué aux Folies Bergères. Et cette fois-ci, il s'agissait d'une pièce qui serait jouée par des acteurs-chanteurs professionnels dans un théâtre parisien et jetée en pâture aux critiques qui avaient souvent la dent dure. Je le savais, car mon père, qui avait exercé ce métier avant la guerre, était le seul gentil de la profession, et je n'étais pas certaine d'avoir les nerfs pour supporter les commentaires négatifs, voire assassins, le cas échéant. C'est pourquoi j'aurais voulu absolument pouvoir tester ma pièce avant de la montrer au maître. Mais je n'avais rien sous la main, ni les comédiens, ni le théâtre, et je m'en inquiétais à voix haute devant Archie, lorsque ce dernier me demanda si j'avais gardé l'aquarelle qu'il m'avait offerte le matin de mon anniversaire à Chamonix. Je lui répondis qu'évidemment, elle trônait sur mon bureau, et que je trouvais d'ailleurs fort joli ce dessin représentant un théâtre, bien que je ne sache toujours pas pourquoi il me l'avait offert sans explication. Archie me demanda alors de le suivre et attrapa au vol un châle qu'il me mit sur les épaules. Nous sortîmes du château et je le vis se diriger vers la grange attenante aux anciennes écuries, qui servaient, avant l'avènement de l'automobile, à conserver le foin pour les chevaux. Nous n'avions gardé au château que quelques chevaux pour le plaisir de les monter, et ils coulaient des jours heureux dans les pâturages et dans une écurie plus petite et plus douillette que les anciennes. Les autres chevaux avaient rejoint le haras de Max, qui était géré par son frère depuis le décès, hélas prématuré, du papa de Flora. La grange et les anciennes écuries étaient donc des bâtiments désaffectés et nous n'avions toujours pas trouvé quel usage leur attribuer depuis toutes ces années. Je ne comprenais pas pourquoi Max m'y emmenait par ce froid matin de mi-janvier. Mais le connaissant, je me doutais bien qu'il voulait me montrer quelque chose. En revanche, je n'aurais jamais pu imaginer le spectacle incroyable qui s'offrit à mes yeux lorsqu'il ouvrit la porte de la grange. Après qu'Archie ait actionné plusieurs interrupteurs, je vis avec sidération une sublime salle de théâtre, dont les sièges, arborant un velours rouge flambant neuf, faisaient face à une scène légèrement en pente, dont le rideau, rouge lui aussi et entr'ouvert, laissait voir en décor une toile peinte représentant un jardin à l'anglaise. Cette bonbonnière de 300 places, éclairée par un lustre splendide en cristal, était un bijou d'esthétisme et de fonctionnalité, ce dont je m'aperçus lorsqu'Archie changea en quelques secondes le décor pour le remplacer par celui d'un intérieur parisien 1930 dans lequel ma comédie musicale était censée se dérouler. Voyant qu'une fois de plus, je restais la bouche ouverte comme une carpe, Archie me prit dans ses bras, en me disant que dès la première fois qu'il était venu au Petit Plaisir, il avait découvert ce beau bâtiment et il se désolait de le voir inutilisé. Alors qu'il en parlait avec Andrew, le mari de Claudine, 4 mois auparavant, les deux hommes avaient eu cette idée fabuleuse de faire un écrin pour les comédies musicales que je créais avec le Chœur des Lumières, ainsi qu'une véritable salle de spectacle que nous pourrions mettre à la disposition des compagnies des environs, toujours désespérément à la recherche de lieux pour se produire. Sitôt l'idée formulée, les deux hommes avaient fait les plans du futur théâtre et engagé incognito des ouvriers et des villageois pour que tout soit prêt pour mon anniversaire. Les hommes avaient travaillé d'arrache-pied avec la complicité de Jeffrey et d'Attila, qui s'étaient arrangés pour bloquer le passage vers le fond du parc, prétextant des travaux d'assainissement du petit lac. Je compris enfin la signification de l'aquarelle, et une fois de plus, je fondis en larmes devant la générosité exceptionnelle de l'homme que j'aimais et de tous ceux qui avaient participé à la réalisation de cette merveille. La semaine suivante, tous les habitants du château et tous les ouvriers furent invités à la première lecture de musique de chambre sur canapé. Pour l'occasion,
Epiphanie jouait et chantait le rôle de la maîtresse de maison. Je jouais celui de l'intrigante voleuse de Marie. Jeffrey tenait le rôle du mari de ma grand-mère, ce qui faisait rire aux larmes Marie-Antoinette. Une des sœurs Goulu, Patience en l'occurrence, dotée d'une voix ravissante, faisait la jeune ingénue. Et Attila jouait son fiancé, sous l'œil méfiant de Rose, la belle hôtelière du village dont il était toujours très proche. Et comme il nous fallait quelqu'un pour le rôle du majordome, Hippolyte nous avait dédaigneusement annoncé qu'il voulait bien faire le rôle, puisqu'au moins il serait crédible. Mais en réalité, je voyais bien qu'il était enchanté et très fier d'être sur scène. Lorsque j'entendis les rires fuser dans la salle dès les premières répliques et le silence se faire lors des airs les plus émouvants, je commençais à me sentir plus confiante, et lorsqu'à la fin du spectacle ce fut un tonnerre d'applaudissements, je me dis qu'au moins je n'aurais pas à rougir de présenter la pièce à Tristan Bernard. Ensuite, que ce soit un succès ou un four, comme on dit dans le métier pour parler d'un fiasco total, je n'y pouvais plus rien faire. Ce serait donc le destin. Je livrai ma pièce à Tristan Bernard, qui l'a transmise au comédien afin qu'il la travaille avant la première lecture 3 semaines plus tard. Il me dit qu'il aurait adoré que je joue et chante dedans, mais que décidément j'avais la fâcheuse habitude d'être toujours enceinte au moment des spectacles. J'avais oublié qu'il était dans la salle des Folies Bergères lorsque j'avais accouché de Saskia sur scène à la fin de la comédie musicale que nous y avions donnée quelques années auparavant avec le Chœur des Lumières. 1 mois plus tard, c'est donc en spectatrice que j'assistais avec Archie à la première de Musique de chambre sur canapé, au théâtre Tristan Bernard. Et je dois avouer, avec un manque total de modestie, que ma pièce allait connaître un très joli succès et rester à l'affiche plusieurs longues semaines. Une fois mon travail terminé, un autre genre de spectacle m'attendait puisqu'Archie et moi devions célébrer notre mariage dans la première quinzaine de février, ce qui nous laissait très peu de temps pour tout préparer, d'autant plus que nous avions prévu une surprise pour les invités et que nous devions donc agir en secret avec l'aide de quelques complices choisis. Le mariage devait avoir lieu le 15 février, d'abord à la mairie dans la matinée, puis à l'église l'après-midi, même si Archie était protestant. Or, la veille, le 14 février, l'instituteur avait réquisitionné notre nouveau théâtre, baptisé La Grange Musicale, pour présenter le spectacle des enfants sur le thème de la Saint-Valentin. Tout le village serait bien sûr présent, ainsi que les habitants du château, pour voir les petits chérubins jouer et chanter l'amour. Mes enfants tenaient chacun un rôle, et la pièce écrite par l'instituteur était adorable. Toute la salle riait, car il était question de 2 fiancés qu'on ne voyait jamais, car ils passaient leur temps à rater leur train ou leur bateau, et 1000 catastrophes les empêchaient d'arriver à temps pour leur mariage. Mais soudain, au bout de 30 minutes de spectacle, Saskia, qui du haut de ses 3 ans et demi jouait le rôle d'un lutin, se mit à hurler « Les fiancés! Les fiancés !» Et à la surprise générale, Archie et moi entrâmes sur scène au son de la marche nuptiale de Mendelssohn, lui en kilt de cérémonie et moi en robe de mariée, suivi par le maire, le curé et même un pasteur protestant venu spécialement d'Écosse. Et devant les spectateurs ébahis et enchantés, le maire nous maria, puis le curé et le pasteur bénirent notre union au son de l'Alléluia de Handel, chanté magnifiquement par le Chœur des Lumières, avant que le Great Harrison's Band n'entame le fameux gospel « Oh, when the saints » et que tout le public ne se lève pour chanter et danser avec eux. Une fois de plus, nous n'avions pas fait les choses comme tout le monde. Et à part l'instituteur et mes enfants, que nous avions mis dans la confidence et qui étaient fiers comme des coqs d'avoir gardé le secret, personne n'aurait pu imaginer un tel mariage. Ce fut un nouveau moment de pur bonheur, comme j'avais eu la chance extrême d'en connaître ces derniers mois, et j'espérais de toutes mes forces que la naissance de notre enfant, prévue pour le mois de mai, viendrait couronner cette période bénie des dieux, comme il en existe très peu dans une vie. Les mois qui suivirent passèrent très vite, car le château était toujours plein à craquer et il fallait être sur tous les fronts. Pour ce qui était de l'intendance, nourrir 35 personnes au quotidien était un sacré challenge, d'autant plus que la crise économique commençait à gagner l'Europe, ainsi que la panique qui allait avec, et les gens inquiets faisaient des réserves énormes, dévalisant les magasins de peur de manquer dans un avenir proche. Heureusement que notre terre normande était fertile et que nous ne manquions ni de légumes ni de lait grâce à nos belles vaches. Par ailleurs, si nos réfugiés new-yorkais s'étaient globalement bien adaptés à la France et s'épanouissaient dans le travail que nous leur avions trouvé, certains commençaient toutefois à avoir le mal du pays au bout de 6 mois. Et même si la situation était toujours désastreuse aux États-Unis, ils espéraient tout de même y retourner prochainement. D'autres souhaitaient nous soulager en quittant le petit plaisir pour s'installer dans un appartement à Paris, là où était leur emploi, ou dans le village, car il était évident que malheureusement nous ne pourrions pas continuer éternellement à subvenir aux besoins de cette communauté, même si elle nous donnait beaucoup de joie. D'ailleurs, nous fûmes tous enchantés lorsque le timide Paul, dont la femme avait été renversée par une voiture lors du fameux Jeudi noir à New York, nous annonça d'une petite voix qu'il souhaitait emménager avec ses enfants à Paris, non loin du bureau de maman et Mike, dont il assurait la comptabilité. Et il poursuivit en regardant le plancher, en disant que Vera,
la jeune serveuse dont le mari s'était suicidé le jour du crack, viendrait habiter avec lui ainsi que ses enfants, car il lui avait trouvé un emploi dans une brasserie parisienne. Puis il vira au cramoisi et se tut. Sa déclaration fut accueillie par des bravos, et Vera osa l'embrasser sur la joue devant tout le monde, ce qui manqua de le faire tomber dans les pommes. Les Harrison, eux, avaient été engagés pour jouer du jazz dans une cave de Montparnasse tous les soirs. Toutefois, il était hors de question qu'ils embarquent avec eux les plus jeunes de leurs enfants, qui avaient besoin d'aller à l'école et d'un rythme de vie plus stable. Le Great Harrison's Band renonça donc à ses 2 plus jeunes membres, ainsi qu'à Betty la maman, qui resterait avec nous pour s'en occuper. Seuls le père et ses 4 fils aînés partirent donc pour la capitale, leurs instruments sous le bras, promettant de revenir chaque lundi quand le club de jazz serait fermé. Suzanne et Moshe, eux, avaient trouvé chacun un emploi dans le quartier juif du Sentier à Paris, chez des tailleurs, et ils avaient le projet de se marier dès que Suzanne serait convertie, de faire 2 économies, puis de monter à leur tour un atelier de confection. Samuel et Rachel, à qui nous avions également trouvé des emplois dans la couture, décidèrent de suivre les tourtereaux et de s'installer dans le même quartier avec leurs 4 autres fils, qui trouvèrent vite du travail, car il fallait fabriquer des vêtements bon marché en prévision de la crise, et la main-d'œuvre était bienvenue. Anton et Edna, après mûre réflexion, avaient décidé de repartir aux États-Unis avec leurs 3 autres filles. Mais ne voulant pas retourner à New York, qui leur rappelait de trop mauvais souvenirs, ils devaient s'embarquer pour Boston, où de lointains cousins étaient prêts à les accueillir le temps qu'ils commencent une nouvelle vie. Lorsque Suzanne comprit que ses parents et ses sœurs allaient partir, je crois qu'elle prit pleinement conscience du choix qu'elle avait fait en se fiançant à Moshe. Et elle se mit à pleurer à chaudes larmes, sachant qu'elle ne les reverrait pas avant très longtemps. Mais lorsque je lui demandai discrètement si elle était certaine de vouloir se marier prochainement avec Moshe, elle me répondit qu'elle était absolument et définitivement sûre de son choix, ce qui me rassura. Anton et Edna voulurent toutefois rester jusqu'à la naissance de mon bébé, et finalement tous nos New-Yorkais voulurent également être là pour l'événement, car après tout ils avaient passé toute ma grossesse à mes côtés, et ils avaient attendu cet enfant en même temps que moi, ils voulaient donc l'accueillir à son arrivée. Il fut donc convenu que tous ceux qui devaient quitter le petit plaisir le feraient à la fin du mois de mai, lorsque mon enfant serait né, et juste après son baptême. Archie ne tenait plus en place tant il était excité par la naissance. Et moi, je n'en pouvais plus de porter ce ventre si lourd qui m'empêchait d'être utile à la maisonnée, mais qui m'emplissait de joie, malgré tout. Le 12 mai au matin, les premières contractions se firent sentir, et ce fut le branle-bas de combat dans toute la maison. Les femmes s'affairaient autour de moi, tandis que les hommes essayaient de distraire Archie et de l'enlever de mes pattes, car il m'épuisait avec sa nervosité. Il faut dire que j'allais accoucher pour la 5e fois, et que lui n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras. Heureusement, Andrew le réquisitionna pour donner un cours à l'école des jeunes pilotes qui se trouvait dans le parc à quelques centaines de mètres. Ce qu'Archie n'accepta à contre-cœur qu'une fois que la sage-femme lui eut dit qu'il y en avait pour plusieurs heures avant la délivrance. Flora et Rocky avaient pour mission de courir le chercher dès que le bébé pointerait le bout de son nez. 4 heures plus tard, la sage-femme, Madame Martin, qui avait mis au monde mes 4 autres enfants, me dit qu'il était temps de faire le dernier petit effort pour aider mon bébé à sortir. Épiphanie se dépêcha d'aller prévenir Flora et Rocky, qui étaient en train de s'endormir dans le salon à force d'attendre, afin qu'ils courent chercher Archie. Nous n'avions pas tout à fait la même conception d'un petit effort, Madame Martin et moi, et j'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi celui qui avait créé la femme n'avait pas pensé à une méthode moins douloureuse pour accoucher. En tout cas, 5e enfant ou pas, je hurlais comme un putois tant j'avais mal, jusqu'à ce qu'enfin, Madame Martin attrape mon bébé, qui après avoir empli ses minuscules poumons d'air, poussa un cri tonique et outré d'avoir été ainsi sorti de son confortable cocon. La sage-femme me dit que c'était une petite fille, et je retombais épuisée sur l'oreiller, tandis que ma mère, ma grand-mère et Marie-Antoinette s'affairaient en babillant autour d'elle pour voir ma petite. Soudain, elles se turent toutes les 4. Malgré ma fatigue intense, mon sang ne fit qu'un tour et je leur demandais ce qui n'allait pas, essayant de me soulever en réclamant ma petite et imaginant le pire, une malformation ou une mort subite. Voyant ma panique, maman me calma immédiatement en me disant que la petite allait très bien, mais qu'il fallait quand même qu'elle me prévienne de quelque chose. Au même moment, Archie entra en trombe dans la chambre, en nage d'avoir couru comme un dératé, et il se précipita sur le bébé. Puis d'un coup, comme les autres, il se tut. Il était blanc comme un linge. Il me regarda d'un air désespéré, secoua la tête et quitta la pièce. Le monde s'écroulait pour moi. Que se passait-il avec ma petite fille pour qu'elle affole tout le monde comme ça? Qu'avait-elle de si bizarre ou de repoussant? Je hurlai à ma mère de me donner mon enfant immédiatement. Et très doucement, maman m'apporta le petit paquet enveloppé dans un linge. Lorsque je posai les yeux sur mon enfant, je vis une ravissante petite fille dont les cheveux noirs et la peau café au lait me rappelèrent instantanément un bel hawaïen que j'avais totalement sorti de ma tête, mais qui venait de se rappeler à mon bon souvenir de la manière la plus incontestable qui soit. « Archie? Archie !»
Oh, je sais que c'est le pire souvenir de toute votre vie et je ne me suis jamais pardonné ce que j'avais fait. Archie, oh, dites quelque chose s'il vous plaît. Oh, mes amis, je vous dis à très vite, hélas, pour la suite de mes aventures.